Bon, bah, c'est ça, je pense que l'on va pouvoir bientôt commencer, bon, même commencer, je vais pouvoir faire cette introduction à cette nouvelle et dernière formation de la FMD3S pour l'année 2020. Alors, avant de laisser la parole à Eve Paquette-Bigra et Patrice Dupont, tous les deux bibliothécaires, Eve en gestion des données de recherche et Patrice en bibliothécaire en santé, tous les deux à l'UDM. Quelques petits points, on va dire, pratiques sur la formation, sur notamment l'utilisation de Zoom, même si je pense que pour la plupart, maintenant, on connaît Zoom et on est habitué. Mais pour rappel, merci de bien couper votre micro pour éviter toutes les interférences extérieures et pour que le son soit le meilleur possible pour Eve et Patrice. Puis, un temps de questions-réponses sera aussi surtout donné à la fin de la formation, des présentations qui fait 15-20 minutes à peu près, ou même plus si on a beaucoup de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent pendant les présentations à écrire vos questions, vos interrogations ou même autres remarques dans la zone de chat et de clavardage. Ça me fera plaisir ensuite pour pouvoir en discuter et parler ou répondre à vos questions. Ou à la fin, vous pouvez également lever la main via Zoom et prendre la parole par le micro. Ça peut être beaucoup plus humanisant pour la formation. Puis, c'est ça, la formation sera enregistrée et mise sur la page YouTube de la FMD dans la section FMD3S. Alors, pour les personnes qui ne désirent pas apparaître sur l'enregistrement et sur YouTube, je vais vous demander par précaution de couper votre caméra, comme ça sera le plus simple pour tout le monde. Mais sinon, vous pouvez bien évidemment laisser votre caméra activée pour justement avoir un bel auditoire. Et enfin, n'hésitez pas à suivre toutes les informations de la FMD et de la FMD3S sur notre site internet, notre infolettre et nos réseaux sociaux. Puis pour les dernières personnes qui viennent d'arriver, on va vous demander juste d'inscrire votre nom, prénom et provenance professionnelle, institut professionnel dans la zone de chat et de clavardage. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Patrice pour cette formation d'une heure à peu près. Bonne formation à tous. Merci Noémie. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Patrice Dupont. Je suis bibliothécaire à la Bibliothèque de la Santé, bibliothécaire de référence. Personnellement, je suis bibliothécaire disciplinaire pour pharmacie, pharmacologie, donc, puis aussi pour optométrie, ophtalmologie et sciences de la vision. On est 4 bibliothécaires sur place en santé, mais on a un paquet de bibliothèques à l'Université de Montréal, donc beaucoup de bibliothécaires disciplinaires dans toutes sortes de domaines. Puis, vous allez rencontrer Eve tout à l'heure, qui est notre bibliothécaire dédiée à la gestion des données de recherche. Je ne sais pas si Noémie l'a mentionné, mais durant la présentation, si vous voulez lever la main, vous pouvez cliquer sur le bouton participant. Comme ça, vous allez avoir l'option de cliquer sur la petite main pour lever la main, puis si vous voulez poser une question. Sinon, vous tapez les questions dans la boîte de clavardage. Ça, elle l'a mentionné déjà. Donc, je vais partager mon écran. Donc, tout d'abord, vous présentez le contexte de la gestion des données de recherche. On va souvent dire GDR. On va utiliser des mots pour vous faire peur aussi, comme PGD, un plan de gestion de données. Il y a beaucoup d'acronymes dans ce domaine-là. Donc, tout d'abord, le contexte de la GDR, l'offre des services des bibliothèques de l'Université de Montréal auprès des chercheurs et des étudiants en recherche. Ensuite, la notion de poste dédié à la gestion des données de recherche. Eve va vous parler ensuite de la trousse du personnel qu'on développe, que le groupe de travail sur la GDR développe pour le personnel des bibliothèques principalement. Puis ensuite, divers exemples de soutien aux chercheurs. Par la suite, je vais reprendre la parole, puis je vais parler de mon expérience à moi dans le cadre du groupe de travail de la GDR, dans lequel j'ai accompagné attendez un peu, je veux juste voir. Quand vous voyez mon écran, est-ce que vous voyez la boîte de clavardage aussi? Non, on voit que Non, c'est c'est bon. ton écran que tu partages. D'accord, j'avais juste un doute tout d'un coup. Donc, quand je vais parler de mon expérience dans l'accompagnement à la rédaction d'un plan de gestion de données de recherche avec une chercheuse en sciences de la vision. Puis à la toute fin, une période pour la prise de questions. Donc, je vais laisser la parole à Eve maintenant.
Oui, bonjour. Je vais vous partager mon écran dans... Oups. Donc, oui, je suis Ève Paquette-Bigra, la bibliothécaire en gestion des données de recherche à l'UDM depuis un peu plus de 2 ans. Puis avant, j'étais bibliothécaire en sciences et génie à l'Université Laval. Je vois d'ailleurs quelques-uns de mes collègues, de mes anciens collègues aujourd'hui. Donc, pour parler du contexte de la gestion des données de recherche, je vais commencer par parler de la politique des 3 conseils de recherche, donc CRSH en sciences humaines, CRSNG, puis les IRSC en santé au niveau fédéral. Donc, ils ont sorti une ébauche de politique sur la gestion des données de recherche. La version finale est attendue. C'est sûr qu'en ce moment, ça a été mis sur pause pour des raisons qu'on peut comprendre. Il y a 3 piliers à cette politique-là, donc des exigences de stratégie institutionnelle publique pour les institutions. Donc, aussi, au niveau des chercheurs, il va y avoir des exigences de plan de gestion de données au moment de la demande de subvention, puis aussi des exigences de dépôt et de partage des données dans l'optique aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Donc, il n'y aura pas d'exigence de partager de manière totalement ouverte là, des données patients, par exemple. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de favoriser la circulation des données dans la mesure de ce qui est dans la mesure du respect du cadre l'éthique puis du cadre légal, évidemment. Donc, je vous donne un exemple tiré de l'ébauche de politique. Toutes les demandes de subventions soumises aux organismes devront inclure des méthodologies qui tiennent compte des meilleures pratiques en matière de gestion des données de recherche. Puis aussi, une autre citation, les détenteurs de subventions seront tenus de déposer dans un dépôt numérique reconnu les données de recherche numérique, les métadonnées, puis on parle aussi des codes qui appuient les conclusions de la recherche. Une petite mention pour les IRSC, des exigences s'appliquant dès maintenant, donc archiver les coordonnées bioinformatiques, atomiques et moléculaires dans les bases de données publiques appropriées, par exemple, dépôt des séquences génétiques dans GenBank, puis ça immédiatement après la publication des résultats de recherche. Donc, si Génome Canada doit fournir un plan, puis doivent partager les données. Aussi, un dernier point sur le contexte. Plus tard dans la présentation, vous allez entendre parler du réseau Portage. Donc, c'est une initiative de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. C'est un réseau d'experts en gestion des données de recherche. Puis, le but, c'est une convergence des pratiques et des infrastructures. Le réseau a reçu un financement de près de 3 millions de dollars au début de l'été 2020. Puis, ce financement-là découle de la nouvelle organisation d'infrastructures de recherche numérique. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu. C'est un long nom, mais c'est une organisation financée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Puis, l'idée, c'est vraiment de fédérer les ressources autant en gestion de données que les ressources en infrastructure, puis que les ressources aussi en développement puis en maintien de logiciels de recherche pour les données de recherche au Canada. Donc, maintenant, je vous parle vraiment de l'offre de services des bibliothèques UDM, comment on a fait pour arriver à cette offre-là. Donc, il y a des choses qui se sont passées avant mon arrivée. Ça, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais à partir de mon arrivée, ce qui a accompagné mon arrivée aussi, c'est la création d'un groupe de travail des bibliothèques auquel Patrice appartient. Donc, en été 2018. Ensuite, il y a eu une consultation des bibliothécaires à l'automne 2018 puis à l'hiver 2019, parce que c'est sûr que là, on parle quand même d'une nouvelle offre de services. Donc, on voulait vraiment connaître le pouls des bibliothécaires, puis aussi avoir discuté avec eux, dans le fond, de l'offre de services parce qu'on avait une demande de la direction de présenter une proposition. Donc, au printemps 2019, le groupe de travail dont je vais vous parler dans les prochaines diapositives, là, on a présenté une proposition à la direction. Il y a eu l'adoption de la proposition par la direction en juin 2019. Il y a eu une offre de service officielle.
Puis un lancement en douceur qui est en cours en ce moment. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer tranquillement la capacité des bibliothèques UDM à offrir ce service-là. Puis en mai 2020, deuxième année de travaux du groupe de travail, donc lancement de la trousse du personnel que je vais vous présenter. Donc, comme je disais, l'offre de service a été développée par les membres du groupe de travail des bibliothèques. Donc, 5 bibliothécaires disciplinaires, santé, sciences, droit, lettres et sciences humaines, éducation, entre autres. Il y a aussi une bibliothécaire de la section traitement documentaire et métadonnées. Il y a moi, évidemment. Il y avait pendant un moment une analyste informatique. Puis il y a aussi la directrice avec qui je travaille, donc la directrice pour le soutien à la recherche, entre autres, qui est dans ce groupe-là. Donc, l'offre de service qui a été adoptée, on a une première ligne par les bibliothécaires disciplinaires. C'est vraiment quelque chose d'important chez nous parce que les bibliothécaires disciplinaires, c'est sûr que c'est eux qui sont vraiment enracinés dans les départements. Donc, pouvoir bénéficier de leurs contacts puis de leurs connaissances aussi disciplinaires, c'est vraiment important. Il y a un poste dédié à la GDR, donc moi, pardon. Puis, il y a vraiment 3 points importants dans cette offre de service-là. Donc, le soutien au plan de gestion de données, le soutien au choix d'un dépôt de données, puis le soutien à l'organisation puis à la documentation des données. Il y a aussi tout un aspect de sensibilisation, de représentation puis de collaboration hors les murs. Donc, l'offre de service comprend aussi un guide, évidemment, un guide sur la gestion des données de recherche. Je vais essayer de vous faire une petite visite du guide. Donc, on est justement en train de faire la mise à jour de ce guide-là. Vous ne verrez pas la mise à jour, mais vous pourrez retourner voir dans quelques semaines. Ça aura un peu changé, mais bon, l'idée reste là. Donc, vraiment, il y a une introduction, puis aussi des informations, entre autres, sur les organismes subventionnaires, sur le plan de gestion de données, sur l'organisation, puis le stockage. Aussi, il y a toujours des questions de propriété intellectuelle, puis aussi sur le dépôt de données. Je vais également faire voir l'espace de dépôt de données de l'Université de Montréal, donc l'espace institutionnel. Donc, c'est vraiment un espace de diffusion, ce n'est pas un espace de stockage des données. Puis aussi, on n'accepte pas encore de données sensibles. Donc, c'est vraiment, il faut que les données, si c'est des données de participants humains, il faut qu'elles aient été anonymisées puis que ça respecte là, des règles de diffusion ouvertes. Donc, vous pourrez aller faire un tour. Donc, on offre aussi le soutien, dans le fond, à cet espace-là. Donc, pour vous donner un peu plus d'informations sur le poste dédié à la GDR, donc, mon travail, c'est vraiment d'être une personne ressource pour les bibliothécaires disciplinaires. Comme je disais, c'est vraiment eux qui ont le contact avec les usagers, puis c'est vraiment pour eux que ce poste-là a été créé d'une certaine façon. Aussi, j'offre du soutien personnalisé auprès des usagers pour les questions plus avancées, puis pour certains projets là, qui sont plus mobilisateurs ou qui sont plus au niveau campus. Pour savoir où les questions sont assez avancées, c'est vraiment selon le confort du bibliothécaire disciplinaire. Au moment où le bibliothécaire ou la bibliothécaire disciplinaire décide qu'il a besoin de mon aide, je suis là pour les soutenir. Aussi, il y a une part d'organisation puis de mobilisation au sein des bibliothèques en collaboration avec la directrice là, de la direction dont je relève. Donc, l'idée, c'est vraiment de mobiliser autour de cette question-là, de la gestion des données de recherche, puis aussi d'avoir une belle unité dans l'offre de services au sein des bibliothèques, parce que c'est dans le fond pour avoir une expérience usagée des chercheurs la plus intéressante possible.
Aussi, il y a beaucoup de réseautage au sein de l'université, puis aussi du réseautage hors les murs, comme j'ai déjà mentionné. C'est vraiment important, la gestion des données de recherche. On va avoir à travailler, c'est certain, avec les conseillers en éthique, avec les conseillers à la recherche, avec les personnes au TI aussi. Donc, c'est important d'avoir des excellentes relations avec eux, puis de travailler en collaboration avec eux pour pouvoir répondre aux usagers. Aussi, il va y avoir toute une partie de mon travail qui est suivie de l'évolution du domaine de la gestion des données de recherche, les enjeux, les ressources, des outils, des formations disponibles, puis aussi de surveiller l'offre de services des autres institutions. Donc, un peu d'intelligence d'affaires de la veille, puis évidemment, se tenir au courant des politiques. La trousse du personnel dont je vous parlais, donc le groupe de travail a développé une trousse du personnel. Dans la deuxième année, notre idée, ça a été même avant de développer du matériel pour les usagers, c'est de développer du matériel pour le personnel pour que tout le monde soit en mesure et soit confortable avec une certaine base en gestion des données de recherche. Donc, je vous présente ça. Je vais juste me connecter. Donc, c'est une trousse qui est disponible sur l'intranet pour les employés. L'idée, c'était vraiment d'avoir une version On a perdu le son d'Ève. selon leur background. Donc, j'essaye de partager. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Oui. Donc, voici l'intranet des bibliothèques UDM. Je peux vous présenter un premier document. Donc, on a développé des scénarios d'accompagnement. On a l'offre de service, donc accompagnement à la rédaction d'un plan de gestion de données, accompagnement au choix d'un dépôt, accompagnement à la documentation. Puis, on a développé des scénarios pour vraiment expliquer ce qu'on entendait par cette offre de service-là. Donc, vous avez le scénario d'accompagnement à la rédaction. C'est un exemple de démarche. Ce n'est vraiment pas une exigence, c'est juste pour expliquer comment ça peut se passer. On donne des petits trucs aussi. On donne des petits trucs, puis des petits pense-bêtes. Puis dans ce scénario-là, entre autres, on va proposer d'utiliser aussi le formulaire de préparation à la rencontre initiale de référence. Donc, on a développé un formulaire pour aider les bibliothécaires à mieux saisir, dans le fond, la nature des données des chercheurs, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de variabilité. Des données, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être du texte, d'une entrevue, puis ça peut aussi être des données en génomique, comme on mentionnait plus tôt. Donc, c'est vraiment très, très varié. Puis l'idée, c'est de se faire une tête sur quand le chercheur parle de données, ben, de quoi il parle exactement. Il y a aussi des modèles de plans de gestion de données, le résumé des exigences de certains organismes subventionnaires aussi. Puis un autre truc qui est intéressant, dans le choix des dépôts, on a des tableaux résumés pour permettre de bien soutenir les bibliothécaires et puis les chercheurs dans le choix d'un dépôt de données qui serait intéressant pour eux. Donc, je vais revenir à la présentation. Donc, exemple de soutien à la recherche, des services conseils,
puis des services de référence. Donc, dans les services conseils, on a eu des demandes de révision de plans de gestion de données pour une demande de subvention. C'est évident, il y a des petits moments, il y a des petits moments rush dans l'année. Donc, les semaines ou même la semaine avant une date limite, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu plus d'activité à ce niveau-là. Aussi, accompagner à la rédaction de plans de gestion de données. Donc là, on n'est pas dans la révision, on est vraiment plus dans l'accompagnement. Aussi, accompagner au choix d'un dépôt de données, puis à l'utilisation d'un schéma de données pour améliorer la découvrabilité des données. Donc ça, c'est vraiment une expertise des bibliothécaires, assurément. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas nécessairement une expertise que les chercheurs vont avoir dans leur équipe. Là. La bibliothèque est vraiment un partenaire de choix pour ce genre de service conseil-là. Aussi, soutenir le dépôt dans l'espace institutionnel. Donc, quand un chercheur décide que l'espace institutionnel, c'est l'endroit pour ses données, mais on va vraiment l'accompagner. Puis Dataverse permet l'utilisation d'API, puis ce genre de choses-là. On va l'accompagner vraiment de A à Z là, s'il choisit notre dépôt institutionnel. Aussi, suggérer des types de fichiers, puis des pratiques favorisant la pérennité. Dans le service de référence, fournir des ressources d'information en lien avec la GDR. Des fois, ça peut être... c'est sûr qu'on ne fait pas de service d'évaluation de risque de diffusion, mais on peut quand même donner des références, des liens ou des articles là, sur le sujet aux chercheurs qui nous le demandent. Puis aussi, toute une partie du travail qui est de mettre en contact les chercheurs avec les bonnes personnes sur le campus ou avec d'autres personnes qui ont le même genre de questionnement qu'eux ailleurs en dehors de l'université. Donc, je vais passer la parole. Je ne vois pas le chat. Je pense que s'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à Patrice. Patrice, ton micro est encore coupé. Il faut juste le réactiver. Ça, c'est un classique, l'histoire du micro. Donc, on s'est aperçu assez rapidement dans le groupe de travail qu'on avait besoin de se pratiquer sur des cas réels. Tu sais, on peut voir des guides d'accompagnement, on voit toutes sortes d'outils qui nous permettent de se préparer, puis tout ça, mais tant qu'on n'a pas un cas réel, on n'avance pas beaucoup. C'est comme si on était en attente. Donc, les bibliothécaires disciplinaires du groupe de travail, on s'est penché sur des cas réels dans la plupart des cas. On a essayé de voir comment on pouvait mettre ça en place. On voulait aussi se créer une collection de plans de gestion de données qui pourrait servir à titre d'exemple par la suite. Donc, dans mon cas, c'est une chercheuse en neurosciences de la vision. Donc, si quelqu'un d'autre a un plan de gestion de données à faire dans les sciences de la vision ou bien en neurosciences, ben, ce plan-là pourrait servir de modèle pour d'autres personnes comme point de départ. Donc, parce que lorsqu'on a rempli le plan de gestion de données, on avait plusieurs interrogations, puis on allait fouiller à mesure pour trouver l'information pour savoir comment bien compléter cette section-là du plan de gestion de données. Je vais vous montrer tout à l'heure le plan de gestion de données d'emportage, de quoi ça a l'air, le formulaire en tant que tel, puis de quoi ça a l'air le formulaire une fois qu'il est complété au complet. C'est en même temps un choc de la réalité. J'ai traduit, on a toujours l'expression reality check. C'était vraiment un choc de la réalité de part et d'autre parce que moi, j'emmenais certains points auxquels la chercheuse n'avait pas pensé et vice-versa. Donc, vraiment intéressant comme approche. C'est un article ici publié dans Nature, donc une revue majeure évidemment, là, qui dit que tout le monde a besoin de développer un plan de gestion de données, que ça peut paraître ennuyant de faire ça, mais que c'est essentiel. Puis de plus en plus, bien, les agences qui subventionnent la recherche vont l'exiger, comme Ève l'a mentionné tout à l'heure. Donc, ils n'ont pas le choix de le faire. Puis là, on commence à voir des chercheurs qui commencent à nous approcher pour nous demander ça, petit à petit. Maintenant, l'accompagnement à la rédaction d'un plan de gestion de données, c'est une approche qui est collaborative. Tout d'abord, c'est un contenu qui est dynamique puis en évolution. Donc, on complète un plan de gestion de données d'emportage, par exemple. Puis, ce plan-là pourrait évoluer avec le temps selon les projets de recherche qui vont changer ou d'autres questions. L'équipe
de recherche pourrait changer, par exemple. Puis dans le plan de gestion de données, on s'est aperçu assez rapidement, quand je l'ai fait avec Elvire Vaucher, qui est la chercheuse, qu'il y a certaines informations qu'on préférait indiquer de façon générale parce que ça s'appliquait à tous les projets de recherche du labo de façon générale. Il y a d'autres questions qui étaient plus spécifiques, certaines informations très pointues, qui s'appliquaient ou non selon la nature du projet. Par exemple, si c'est un projet in vitro, donc autrement dit en laboratoire avec différents protocoles de recherche, mais vraiment en laboratoire, ou c'est fait avec un modèle animal, ou c'est un projet de recherche de nature clinique. Bien, la nature des données ne sera pas la même, la manière de générer les données ne sera pas la même, puis le type de données générées non plus ne sera pas les mêmes. Puis selon les types de données qu'on va générer, ou le type de fichiers différents pour sauvegarder cette information-là, bien, ça va avoir un impact sur le plan de gestion de données. Donc, il faut prévoir tout ça dans le plan de gestion de données, comment on va gérer tout ça. On s'est aperçu aussi assez rapidement que ça devenait intéressant de pouvoir cloner le plan de gestion de données dans Portage. Donc, c'est une fonction qui n'est pas encore en place dans Portage. Ça s'en vient dans la nouvelle version. Donc, on fait un plan, dans le cas d'Elvire, pour son équipe de recherche, elle se fait un plan de gestion de données. Puis, lorsqu'elle démarre un nouveau projet de recherche ou qu'elle fait une nouvelle demande de subvention, bien, elle doit fournir un plan de gestion de données. Donc, elle va pouvoir recycler un plan existant puis l'adapter aux besoins de son nouveau projet. Donc, c'est là que ça devient beaucoup plus efficace parce qu'il y a souvent le même genre de données qui vont être citées d'un projet à l'autre. C'est souvent, si c'est une expérience sur un modèle animal puis qu'elle a déjà fait un plan de gestion de données avec ce genre de protocole de recherche-là, bien, on va pouvoir recycler des bonnes parties. C'est là qu'il y a un gain pour sauver du temps un peu. Puis aussi, bien, dans le plan de gestion de données, bien, c'est important de déterminer les objectifs du partage. Donc, est-ce qu'on veut partager parce qu'on veut collaborer avec des chercheurs? Dans le cas d'Elvire, par exemple, elle collabore avec des équipes de chercheurs en Europe. Puis, dans le cas des chercheurs en Europe, Elvire me disait qu'ils lui ont fait comprendre que ça fait un petit bout de temps qu'eux autres sont déjà obligés de soumettre des plans de gestion de données quand ils démarrent un projet ou quand ils font une demande de subvention. Donc, si c'est pour une collaboration, il faut le préciser. Puis, dans certains cas, bien, si c'est parce qu'on rend les données disponibles une fois que le projet de recherche est terminé, on les rend disponibles pour qu'ils soient diffusés et réutilisés par d'autres personnes. Mais dans ce cas-là, on va indiquer c'est quoi les conditions de réutilisation. Dans son cas, à elle, Elvire préférait que les chercheurs qui veulent réutiliser les données lui en fassent la demande, puis ils voient s'il y a une possibilité de collaboration dans certains cas, entre autres. Puis on va décider c'est quoi quelles données vont être partagées et à quelles conditions. Donc, ça, c'est quelque chose qui est prévu dès le début dans le plan de gestion de données. Vous voyez ici la page du profil d'Elvire Vaucher. Donc, une chercheuse en neurosciences de la vision, la plasticité synaptique et neuronale du cortex visuel. Donc, je vais aller vous montrer le plan de gestion de données dans Portage même. Puis, en passant, je mentionne que j'ai évidemment obtenu la permission d'Elvire avant de partager ça parce que c'est son plan de gestion de données à elle. Donc, je vais changer de fenêtre. Donc, ici, maintenant, vous devriez voir ma fenêtre du plan de gestion de données. Est-ce que c'est le cas? Oui. Donc, je suis dans Portage même. Je vais minimiser une coupe de fenêtres pour un peu mieux travailler. Donc, la première section, ben, c'est de l'information générale. Donc, dans son cas, son numéro de chercheuse, le numéro de la subvention en tant que tel, l'identification, son numéro de chercheuse à l'IRSC. Puis, donc, ça, cette information-là va être recyclée d'un plan de gestion de données à l'autre. Ensuite, les questions. Donc, quand on complétait son plan de gestion de données, on allait dans la section sur les questions. Je suis en train d'y accéder. Puis, dans cette section-là, c'est divisé par catégorie. Donc, il y a des questions, il y a 3 questions qui ont rapport à la collecte de données. Il y a des questions qui ont rapport à la documentation et métadonnées, au stockage, la sauvegarde, la conservation, le partage et la réutilisation des données, les responsabilités et les ressources, puis les conformités aux lois et à l'éthique. Donc, je vais ouvrir, par exemple, ce qui a rapport à la collecte des données. Vous comprendrez que je n'ouvrirai pas toutes les sections. Le but, c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, on a indiqué quel type de données on veut recueillir, créer, lier, acquérir ou enregistrer. Donc, des données numériques ou bien sous forme d'images. Dans son cas, il y a beaucoup de captures d'images, des images calciques. Puis, entre autres, obtenues via diverses techniques. Donc, on mentionne différents
différentes techniques d'imagerie, des données électrophysiologiques, etc. Donc, il y a vraiment différentes méthodes qui sont utilisées. Donc, selon les méthodes utilisées, on va générer différents types de données. Puis dans le guide portage, on nous indique, on nous donne de l'aide. Donc, si j'ai besoin d'aide par rapport, les directives par rapport au type de données, j'ai de l'aide qui est disponible ici. Ensuite, une fois qu'on fait une modif, c'est enregistré. Dans ce cas-là, le plan de gestion de données était partagé entre Elvire et moi. Donc, les deux, on peut faire des éditions. Donc, j'ai vu une dernière édition, fait une dernière édition il y a 6 mois. Ensuite, dans quel format les données vont être recueillies? Puis, est-ce que ces formats vont permettre la réutilisation, le partage et l'accès à long terme? Donc, là, il y a la question de pérennité. Donc, c'est là qu'on a eu, quand je parlais de choc de réalité, c'est là qu'on a eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. Je vais vous le montrer dans le PDF que je vais vous partager tout à l'heure. Puis ensuite, on a un exemple ici. C'est quoi les conventions et les procédures qui sont utilisées pour structurer et nommer les fichiers? Donc, des règles de nommage des fichiers. Donc, dans son cas, ce n'était pas nécessairement déjà en place. Donc, quand je parle de choc de réalité, en l'encourageant, elle et son équipe, à adopter des règles pour nommer les fichiers, il y a plus de chances qu'on retrouve les fichiers plus tard. Sinon, ça devient un peu compliqué si les gens nomment les fichiers de toutes sortes de manières. Donc, le nom de groupe, le numéro de l'animal dans ce cas-ci, la date, on indique le format de la date, puis les initiales de la personne qui a saisi, qui a généré le fichier. Dans le cas de photo de microscopie, encore là, l'autre manière de nommer le fichier. Puis dans tous les cas, on met un exemple en dessous. Ensuite, une cartographie. Encore là, on a un exemple qui est présenté. Donc, vous voyez, le portage nous guide dans tout ça. Maintenant, je vais vous partager le fichier PDF qu'on peut générer directement à partir de portage. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc là, ici, on a vraiment toutes les informations dont je viens de vous parler. On voit collecte des données. Donc, c'est l'information dont on vient de parler tout de suite. Puis là, vous voyez ici dans quel format de fichier vos données sont-elles recueillies. Donc là, il y avait des questions par rapport à ça parce qu'il y a des formats qui sont recommandés pour qu'il y ait une pérennité. Vous savez tous, vous avez utilisé des ordinateurs depuis bien des années. Donc souvent, quand on change d'ordinateur ou on change de système d'exploitation ou on change de logiciel, je pense à la suite Office, il y a certains fichiers qui, à un moment donné, sont plus compatibles. Il y a des CD-ROM que j'ai achetés, par exemple, qu'on a achetés dans la bibliothèque. Puis si on essaie d'utiliser, ouvrir un CD-ROM ou même un DVD qu'on a acheté il y a 10 ans, souvent, il n'est même plus lisible. On n'est plus capable de l'ouvrir dans nos ordinateurs. Donc là, il faudrait retrouver un autre ordinateur parce qu'ils n'ont pas utilisé un format qui était pérenne. Donc ça se voit assez rapidement. On parle juste d'une période de 10 ans ici. Ce n'est pas long, 10 ans. Puis là, maintenant, tandis que dans le cas des images qui sont utilisées, c'est souvent des formats EPS que Elvire préférait utiliser. Dans ce cas-là, ce n'est pas un format qui est nécessairement si pérenne que ça. Il est tellement utilisé à grande échelle partout dans le monde que c'est très peu probable qu'il ne soit plus pérenne. Même chose pour les formats DocX ou les formats, les gens utilisent beaucoup des formats, des fichiers Excel qui sont générés par les instruments. Donc, l'instrument de laboratoire va générer un fichier Excel. Maintenant, le fichier XLSX est un format ouvert, mais même si Microsoft faisait faillite, ce qui est peu probable, mais s'il faisait faillite, les fichiers Excel sont utilisés dans tellement d'applications dans le monde qu'on s'est dit que de toute façon, il y a quelqu'un qui va développer un outil pour être capable de lire ces fichiers-là de toute façon. Donc, il n'y avait pas un grand risque de permettre d'utiliser des fichiers XLSX parce qu'on nous demandait de générer des PDF à partir des fichiers Excel, mais ça devient impossible parce que c'est des fichiers qui sont immenses. Il y a des fichiers qui peuvent avoir, je ne sais pas moi, 80 onglets qui ont été générés par un instrument. Donc, on ne va pas générer une image de ça dans un PDF pour chacun des onglets, c'est impossible. Donc, dans ce cas-là, c'est là qu'on a dit, finalement, on va accepter les XLSX. Puis dans ce cas-là, on voyait que dans un service en Angleterre, UK Data Service, puis aussi LuxPage, eux autres, ils disaient que c'était des formats qui étaient acceptables pour la préservation. Donc là, on justifiait notre démarche aussi. Puis vous voyez, dans mon document, pour toutes les sections, on fait ça ici, documentation, métadonnées, etc. Ce fichier-là, le plan de gestion de données, j'ai eu la permission d'Elvire de le partager aussi. Donc, à la fin de la présentation, vous allez avoir l'enregistrement, vous allez avoir un PDF du fichier de présentation, puis je vais vous partager aussi le PDF du plan de gestion de données. Donc, on va vous demander de ne pas le diffuser à l'extérieur pour tout de suite, mais vous allez pouvoir le garder puisque vous avez assisté à la formation. Donc, on estime ici l'espace de stockage requis, etc. Donc, ça, vous pourrez regarder ça par vous-même plus tard. Je retourne à mon fichier de présentation.
quand je parle d'une approche collaborative, donc dans le cas d'Elvire, elle a vraiment une connaissance fine de son domaine de recherche, très familière avec les types de données qui sont générées, la gestion du laboratoire. Quand on parlait des sauvegardes, par exemple, des 3 copies nécessaires, bien, s'il y a 2 copies qui sont sauvegardées dans le laboratoire, disons sur l'ordinateur, sur un disque externe dans le laboratoire, puis disons un cahier de laboratoire qui serait conservé dans son bureau, bien, s'il y a un feu dans l'édifice, tout part en fumée. Donc là, rapidement, ben, s'apercevait qu'il y a peut-être des problèmes à ce niveau-là. Donc là, il faudrait qu'elle fasse des sauvegardes ailleurs sur une base régulière. Donc, on a discuté dans le plan de gestion de données comment structurer tout ça pour que les copies de sauvegarde, il y en ait ailleurs aussi, pas toutes à la même place. Si un chercheur, un étudiant, doctorant quitte au milieu de son projet de recherche, bien, s'il quitte avec les données, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est là que ça devient intéressant de s'assurer de pouvoir conserver les données à mesure pour être capable de les utiliser et ne pas perdre tout le travail qui a été fait. Donc là, on parlait de la pérennité, les types de formats de fichiers, etc., la sauvegarde. Ensuite, dans le cas d'Elvire, elle-même est sur un des comités d'éthique à l'Université de Montréal, les comités qui va approuver, qui va attribuer un certificat d'éthique lorsqu'un chercheur démarre un projet de recherche. Donc, elle était très familière déjà avec ces règles-là. Elle m'a fait remarquer assez rapidement que lorsque les chercheurs doivent remplir des demandes de subvention, bien, une bonne partie de l'information qui est demandée dans le plan de gestion de données de recherche est aussi demandée dans la demande de subvention, est aussi demandée dans le CV commun canadien, est aussi demandée dans le certificat d'éthique. Donc, ça, c'est un choc de la réalité pour nous, les bibliothécaires, que les chercheurs sont très sollicités puis se font souvent demander les mêmes informations. Donc, si au niveau des bibliothécaires, je ne sais pas si c'est possible, mais on est capable de trouver des manières de faciliter le travail, ça serait probablement une optique intéressante parce qu'ils perdent beaucoup de temps à retaper la même information ou à faire du copier-coller. Donc, dans mon cas, l'apport aussi, c'est la suggestion des données, des dépôts de données. Donc, j'ai fouillé pas mal pour repérer des dépôts de données qui étaient convenables pour elle. Puis, des règles et des normes spécifiques au type de contenu, à la pérennité, au domaine. Donc, chacun apporte quelque chose à l'autre. Donc, c'est une approche qui est très profitable. Puis, finalement, on est une équipe avec le groupe de travail de la GDR. Donc, dans certains cas, pour le plan de gestion de données d'Elvire, les données qui sont générées pour des imageries calciques, par exemple, ou d'autres types d'imageries, c'est des données qui prennent un espace immense, un espace de stockage. Donc, Dataverse, dont Eve a parlé tout à l'heure, ça ne serait pas viable dans ce cas-là, ça prend plus d'espace. Donc, on va peut-être avoir besoin de, je ne sais pas moi, 30 gigs de données. Donc, là, Eve avait proposé qu'on pourrait peut-être aller du côté de Calcul Québec, puis elle a fait des démarches avec ce monde-là. Donc, on sert aussi de facilitateur auprès du chercheur. Eve aussi très familière avec le contexte UDM, québécois-canadien, selon les règlements, les politiques, les pratiques institutionnelles. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Eve ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais dans la diapo, où elle parlait le poste de bibliothécaire dédié à la GDR, dans la version précédente de notre fichier, moi, j'indiquais que c'était un rôle clé, puis il est trop modeste à l'enlever. Mais c'est vraiment un rôle extrêmement important que Eve joue pour structurer toute la démarche pour qu'il y ait un soutien à la gestion de données de recherche de la part des bibliothèques auprès des chercheurs. Donc, Eve a joué un rôle essentiel pour ça. Elle ne veut pas le dire, mais c'est ça. Ensuite, le groupe de travail, mes collègues, on a tous des points de vue différents. Eve vous a montré la composition du groupe de travail tout à l'heure. Donc, quand on a présenté chacun nos plans de gestion de données de recherche qu'on a élaborés avec des chercheurs, quand on a présenté ça au groupe de travail, là, on a eu des échanges. Donc, entre autres, les échanges sur les types de fichiers recommandés. Certaines personnes étaient plus en faveur d'adopter des fichiers qui sont vraiment très pérennes. Mais en discutant tous ensemble, on a fini par convenu que si des fichiers sont extrêmement utilisés comme les fichiers Excel ou les fichiers EPS, c'est correct de le recommander de prendre un format propriétaire, par exemple, qui est adopté très globalement. Donc, des questions aussi par rapport à les données sensibles. Donc, il y a certaines personnes dans notre groupe de travail qui sont très familiers avec la question de données sensibles à cause de leur bagage. Donc, dans ce cas-là, vraiment, ces échanges-là deviennent extrêmement fructueux. Puis, ça devient bénéfique pour le chercheur aussi. Donc, c'était ma dernière question. Je vais cesser le partage. Puis, maintenant, on serait prêt à prendre des questions si vous en avez. Bonjour, j'aurais une question. Oui. Oui, je m'appelle Mireille. Si vous voulez, s'il vous plaît, vous nommez quand vous posez la question.
Je m'appelle Mireille Léger-Rousseau, je suis bibliothécaire à l'Université de Sherbrooke. Ma question, c'est stratégiquement, de quelle façon vous vous y êtes pris pour convaincre les chercheurs au départ les premiers chercheurs avec qui vous avez travaillé pour vous faire la main, en quelque sorte, pour développer votre expérience? Comment vous les avez approchés en leur indiquant que c'est une démarche expérimentale, que c'est le début du service et tout? Dans mon cas, à titre de bibliothécaire disciplinaire, on a vraiment beaucoup de contacts avec des chercheurs ou des profs. Pas avec tous, évidemment, mais il y a certains profs qui nous sollicitent plus. Dans le cas d'Elvire, Elvire fait partie du comité des usagers de la bibliothèque. Il y avait une bibliothèque d'optométrie avant, à l'école d'optométrie même. La bibliothèque a été fermée il y a quelques années, mais on continue évidemment à offrir les services à distance. On a gardé une petite collection sur place. Donc, Elvire, c'est vraiment une personne contact que je connais depuis mes 12 ans à l'Université de Montréal. Puis, je l'ai aidé pour organiser une base de données et une note en réseau pour toute son équipe. Des choses comme ça. Donc, des questions pointues. J'ai aidé certains de chez les chercheurs. J'ai organisé des formations aussi. Donc, il y a vraiment un lien qui est établi. Dans le cas de mes collègues bibliothécaires disciplinaires, c'est pareil pour plusieurs d'entre eux. Ils connaissaient déjà certains profs. Moi, j'avais approché des profs spécifiques à la faculté de pharmacie puis à l'école d'optométrie. Puis Elvire, c'est la première qui a répondu. Donc, merci beaucoup. Plaisir. T'avais-tu d'autres choses à ajouter, Eve, pour ça? Bien, si je peux dire aussi, c'est vraiment, dans le fond, c'est vraiment un service qui a une certaine facilité à la vente parce qu'il y a un besoin, il y a des exigences des organismes subventionnaires. On a parlé canadien, mais Patrice l'a un peu mentionné aussi. En Europe, les exigences sont encore plus grandes. Aux États-Unis, c'est la même chose. Le NIH vient de sortir la nouvelle mouture là, de ses exigences pour le partage, puis pour la gestion des données. Donc, il y a une demande. L'expertise des bibliothèques est nécessaire. Donc, l'idée, c'est vraiment c'est vraiment beaucoup que les chercheurs pensent aux bibliothèques pour ça. Mais une fois qu'ils l'ont fait, je suis certaine qu'Elvire est absolument satisfaite de sa collaboration avec Patrice. Ouais. D'ailleurs, c'est ça. Donc, elle a vu tout de suite son avantage parce que moi, quand j'avais envoyé ma demande, de collaboration. Je vais mentionner ça en passant, en le faisant ensemble, votre plan va déjà avoir une première ébauche qui va développer, qui va vous servir pour vos autres projets de recherche et vos demandes de subvention. Donc, elle a vu tout de suite l'intérêt. Ça a été beaucoup de rencontres. On a dû passer facilement une vingtaine d'heures sur plusieurs rencontres, puis sur les échanges par courriel, puis tout ça. Là. Mais c'est profitable. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai une sous-question par rapport à ce que vous dites. Le 20 ans, j'imagine que c'est lié au fait qu'il y a eu beaucoup de recherches à faire parce que c'est nouveau. Vous êtes en train de développer votre expertise. Ça va être la même chose pour nous. Est-ce que vous avez une idée du temps moyen que ça peut prendre pour offrir un service d'accompagnement au PGD à un chercheur à partir du moment où les bibliothécaires disciplinaires sont rodés? Moi, je ne pense pas qu'on peut le dire parce que ça va varier beaucoup selon les projets. Si j'ai une demande semblable en neurosciences, ça risque d'être semblable, mais si j'ai une demande, disons, moi, à la faculté de pharmacie, où il y a des chercheurs qui vont faire des expériences en laboratoire très semblables à ce qu'Elvire fait. En passant, dans le cas d'Elvire, il y a aussi des expériences avec des humains qui impliquent des échantillons humains, disons. Mais pensez à quelqu'un, par exemple, à la faculté de pharmacie qui travaillerait sur les données de la RAMQ. Là, ça serait totalement différent. C'est des données qui vont chercher ailleurs, qui doivent être anonymisées, qui sont traitées en partie par la RAMQ avant de les remettre aux chercheurs. Donc, quand on parle de partage des données, ça serait beaucoup plus long à préparer tout ça. Quelqu'un qui ferait un projet de recherche dans les sciences sociales puis qui partagerait des données sur des humains, bien évidemment, là, ça serait probablement plus long. Je ne sais pas, Ève, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Bien, c'est sûr que ça va varier beaucoup selon les projets, puis ça va varier aussi selon l'expertise ou la connaissance ou l'habitude des bibliothécaires qui répondent. Mais je dois dire que plus on en fait, puis plus ça devient facile pour commencer à avoir la main là, pour la révision de plans. Mais une fois qu'on en a vu beaucoup, là, on est capable de voir, OK, les petits bouts qui sont un peu mous, puis aussi on connaît les dépôts dans certains domaines parce que il y a beaucoup une expertise disciplinaire là, en gestion des données. Donc, une fois qu'on connaît bien, c'est plus le développement. Je pense que c'est la courbe d'apprentissage qui peut être un peu plus rapide, un peu plus longue, mais une fois qu'on est lancé, c'est sûr que ça peut être rapide, mais c'est ça varie tellement. Merci pour vos réponses. Plaisir.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Gênez-vous pas. Ben, moi, j'en aurais une. Je suis Bénédicte Nouche du CHUM. En fait, j'en aurais plusieurs. Là, c'était très intéressant. J'ai plein de questions. On a dans notre institution, donc au CHUM, il y a une vraie volonté d'inciter les professionnels de la santé qui ne sont pas des professionnels de la recherche à faire de la recherche. Et donc, ils ne sont pas nécessairement affiliés personnellement à l'Université de Montréal. Et donc, je me demandais s'il existe des dépôts de données qui sont ouverts, qui ne sont pas réservés à À une institution. À une institution, c'est ça. Je vais te laisser répondre, Eve. Ben oui, en fait, même le dépôt dans lequel l'université a son propre espace, ils vont accepter des données de chercheurs, là, de chercheurs autres là, dans un espace autre que l'espace institutionnel. Mais sinon, il y a tous les autodépôts, en fait, il y en a plusieurs, là, Zenodo dans les grands dépôts généralistes, là, Zenodo. Dryad. Oui, Dryad, exactement. Puis selon les disciplines aussi, il y en a d'autres. Il n'y aura pas de. L'idée, c'est vraiment de faire circuler la science. Donc, d'avoir le moins d'obstacles possible à la circulation. Dans le cas d'Elvire, le projet en neurosciences, dans le plan de gestion de données que je vais vous partager, vous allez voir qu'on a convenu rapidement que ce n'était pas dans Dataverse que ça se passerait, parce que dans son cas, elle va vouloir partager où les gens de sa communauté au niveau mondial, les gens, disons, la communauté des gens en neurosciences de la vision, où est-ce que ces gens-là partagent déjà? Donc, c'est ça qu'on peut faire. On peut aller explorer différents dépôts. Puis là, on peut chercher là-dedans par mots-clés, puis on peut voir, y a-t-il déjà des gens en neurosciences, il y a des gens en sciences de vision qui déposent en général dans un dépôt en particulier. La majorité des gens se regroupent là. C'est plus payant pour elles au niveau scientifique de diffuser dans ce même dépôt-là. Puis quand elle va déposer dans ce dépôt-là, il va déjà avoir des schémas de métadonnées qui sont déjà disponibles sur place pour décrire ces données. Puis c'est des bons schémas de métadonnées parce qu'ils ont été appliqués pour des gens en neurosciences. Donc, c'est comme si toute la mécanique est déjà en place dans un dépôt spécialisé. Donc, c'est l'approche qu'on avait adoptée. Puis on avait repéré selon deux dépôts de données différents selon le type de projet qu'elle allait faire. Parce que, comme je disais, elle fait plusieurs types de projets différents dans son équipe de labo. J'ai vu que vous aviez... Pardon, Bénédicte, sur le guide GDR, on a un lien vers différents dépôts qui sont disponibles. Okay. À long terme, je ne sais pas si on avait déjà parlé, Eve, mais si certains documents de la trousse, si ces documents peuvent être partagés à des collègues spécialistes d'information ailleurs. Mais c'est comme, par exemple, dans notre trousse du personnel, on a un guide pour les dépôts. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui pourrait être partagé éventuellement. Là. Oui, absolument. On a une liste, on a le tableau des grands critères des grands dépôts dont je vous ai parlé, mais on a aussi une liste de critères, 12 critères à évaluer pour choisir le meilleur dépôt ou diffuser ces données, tout en sachant que quand on choisit un dépôt, il y a par-dessus cette structure-là de dépôt, il va y avoir des engins de recherche comme le Google Dataset Search. Puis là, ça va permettre vraiment de faire la recherche. Donc, même en choisissant un dépôt qui est vraiment centré disciplinaire puis qui est peut-être moins connu par toute la communauté scientifique de toutes les disciplines, il va y avoir des couches. C'est vraiment un dialogue entre les outils, entre les machines, puis tout ça. Qu'il y a à faire dans ce cas-là. C'est ça, je me demandais si le tableau des différents dépôts allait être éventuellement, que vous avez dans votre guide à l'interne, dans l'intranet, est-ce qu'il pourrait être partagé sur le guide qui est sur votre site Internet? Est-ce que c'est dans les plans de diffuser plus largement ce genre de ressources? Oui. En même temps, comme je disais, il y a vraiment une idée d'avoir des ressources pour les professionnels de l'information, puis d'avoir des ressources pour les usagers. Puis si vous voulez avoir accès à nos ressources pour les professionnels de l'information, vous me contactez ou vous contactez Patrice, puis on va vous partager nos documents. C'est juste qu'on ne veut pas assommer les chercheurs. On ne vendra pas trop cher. On fait des bons prix.
Je me demandais aussi, nous, dans le milieu hospitalier, on participe beaucoup à des revues systématiques et je me demandais si les données, donc qui sont des données bibliographiques qui sont utilisées pour mener les revues systématiques, est-ce qu'éventuellement c'est le genre de données qui pourrait faire l'objet d'un plan de gestion de données et d'être aussi conservé pour les prochaines versions, pour faire des mises à jour, etc. Dans le cas de quelqu'un qui ferait une revue systématique, disons, assez bien structurée, là, en général, la personne va publier ses stratégies de recherche déjà souvent en fichier complémentaire associé à la revue systématique. Mais je peux comprendre que tous les autres fichiers de préparation, de stratégie ou les critères, je ne sais pas. Là, les fichiers Covidence, par exemple. Oui, c'est ça. Il y a une question on a eu une discussion justement il n'y a pas tellement longtemps par un échange par courriel. C'est plus Eve qui l'a eu avec une de mes collègues. Mais par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui partagent carrément une base de données EndNote de référence. Donc là, est-ce qu'il y a des questions à se poser au niveau du partage des données en tant que tel? On avait des discussions par rapport à ça. Là. Si je partage seulement les données bibliographiques, donc titre, résumé, volume, numéro, page, c'est les mêmes données qui sont disponibles dans l'article. Mais dès que je me mets à partager certaines autres données, comme du vocabulaire contrôlé, qui provient d'une base de données comme, je ne sais pas moi, Chemical Abstract ou NSPEC ou des données qui sont ajoutées par le producteur de la base de données, mais est-ce que j'ai le droit de partager ça? Donc là, il y a des questions par rapport à ça qu'il faudrait se poser avant de partager tout ça. Donc ça serait dans le... Mais oui, quelqu'un qui pourrait faire son propre plan de gestion de données pour une revue systématique, puis décider qu'est-ce qui va être partagé. Dans le cas de la biographie, ça pourrait être simplement la biographie, mais pour ce qui est de partager toute la base sur Covidence ou ça, je vous laisse voir par vous-même comment vous voulez fonctionner avec ça. D'accord, merci. Plaisir. Il n'y a pas d'autres questions? C'est le temps, là. Non, c'est ça. Je ne vois pas de main levée ou des choses comme ça. Ben, peut-être une dernière, alors s'il n'y a personne d'autre qui se lance, j'en aurai une encore. Ça a été mentionné super rapidement par Eve, mais comment est-ce qu'on découvre les données de recherche? C'est quoi la meilleure façon de les dénicher? Comment est-ce qu'on les... Eve a mentionné le Google Dataset Search, je crois, que je ne connaissais pas. J'imagine que c'est comme un métamoteur qui va plonger dans les dépôts de données. Mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous pouvez recommander? Ça pourrait être dans les dépôts spécialisés directement. Ça pourrait être aussi en faisant des recherches sur des bases de données bibliographiques. De plus en plus, lorsque les données sont partagées, c'est mentionné dans l'article, dans la méthodologie, puis il y a un lien vers le dépôt directement aussi. Donc, ça, on le voit de plus en plus. Puis, plus que ça devient une exigence des conseils subventionnaires, ça va devenir de plus en plus visible. Mais si vous cherchez dans des bases comme Medline, PubMed, etc., c'est assez facile de repérer la présence de données. Je crois même qu'il y a un champ qui est ajouté, je pourrais me tromper, mais il me semble avoir lu qu'il y avait un champ qui avait été ajouté pour chercher ça dans PubMed directement, la présence de données disponibles. Mais ça va évoluer, ça va devenir disponible rapidement. Là. OK, merci. Trouver des formats de métadonnées disciplinaires. Je crois que vous en avez parlé, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce qu'on peut en général compter sur les chercheurs pour trouver les formats de métadonnées par discipline? C'est quoi la meilleure stratégie pour trouver ça?
Ben, moi, je pense que les chercheurs, en général, ils ne connaîtront pas les schémas de métadonnées, à moins qu'ils aient déjà déposé dans un dépôt où il s'est demandé. Mais puis même là, quand ils vont les déposer dans le dépôt, dans le formulaire de dépôt, on va demander, lorsqu'on va demander de déposer certaines données, on va demander d'ajouter des métadonnées spécifiques à partir de schémas de métadonnées du dépôt. Là, fait que ça va déjà être en place. Il y en a qui vont vouloir décrire leurs données un peu d'avance durant le projet de recherche. Donc là, nous, on peut les aider à repérer des schémas de métadonnées. On est justement en train de se débattre avec ça, Ève, moi et une autre collègue, pour voir comment on fonctionne. On a plus tendance à référer vers des répertoires de schémas de métadonnées. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. On est en train de faire un document guide aussi d'entrose du personnel pour ça. Parce que, est-ce que tu veux continuer, Ève? J'ai l'impression que je me perds un peu. Bien, en fait, si on parle de métadonnées descriptives, pour le choix, ça va souvent être lié au dépôt de données. Dans le fond, quand on va faire le tour des dépôts, en se renseignant sur le dépôt, on va savoir quel schéma ils vont utiliser. Ça va nous guider. En fait, on est très guidé par le dépôt pour ça. Mais les autres questions qui peuvent être peut-être plus, qui arrivent dès le début de la recherche puis qui ne sont pas nécessairement guidées à la fin là, par le dépôt, ça va être les questions de vocabulaire contrôlé. Donc, c'est vraiment toutes des affaires de bibliothécaires qui sont essentielles. Des trucs de professionnels de l'information, c'est certain, les vocabulaires contrôlés. Puis ça, c'est Patrice pour en parler. On a des grandes discussions là-dessus. C'est parce qu'il y a le vocabulaire contrôlé qui va nous servir durant une recherche. C'est ça avec quoi on est le plus familier comme bibliothécaire, comme spécialiste de l'information. Puis ensuite, il y a dans notre équipe, il y a une bibliothécaire qui est plus au traitement des catalogages, indexation, puis traitement des métadonnées. Tout ça, elle, c'est le point de vue vraiment de la personne qui va décrire les données, donc un point de vue entièrement différent de nous qui faisons des recherches dans des bases de données pour repérer l'information. Puis le chercheur a encore un point de vue différent. Donc, c'est là que ça devient un peu compliqué de se débattre avec tout ça. Mais en général, c'est vraiment le dépôt de données qui va décider quel schéma qu'on va utiliser. Donc, à mon avis, ça devient la première étape souvent. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, je pense que ceci conclut notre présentation de ce jour. Je vais remercier Ève et puis Patrice pour leur partage d'expérience et je vois dans le chat que c'est très, très apprécié et notamment votre offre de partager certains de vos outils. Beaucoup d'appréciation à cet égard-là, ce sera certainement utile. Donc, je vous remercie vraiment au nom du comité de formation de la FMD3S pour votre présentation aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis, je veux rappeler à tous nos participants aujourd'hui que on vous attend en grand nombre le 11 décembre pour notre activité, l'activité jeu qu'on vous a organisée. On espère vous retrouver nombreux. Merci. Merci beaucoup. Génial, oui. Merci.